Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule business avec un invité de marque, Tony Jazz. Tony est un entrepreneur qui a à son actif plusieurs business et surtout plusieurs business de styles différents. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de le recevoir pour cet exercice, comment trouver une idée de business. J'ai envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Salut Tony! Salut Tia, Ça va? ça va très bien, je suis très prêt pour cette petite capsule, j'ai bien hâte de donner tout un tas de conseils. Génial. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance d'interviewer Tony pendant plus d'une heure. On a parlé de son parcours, de son mindset, de ses ambitions, de ce qui le motivait. Donc, si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur lui, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode qui est juste génial. C'est l'un des épisodes dont on me parle le plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Là, on est parti sur une capsule business, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais vraiment n'hésitez pas à aller écouter cette capsule. Alors, comme je le disais, Tony, tu as beaucoup de business et différents business, et c'est ça que je trouve super intéressant. Le premier business que tu as créé remonte à quand? Est-ce que tu t'en souviens? Le premier business, je pense que c'était un petit truc que je faisais quand j'étais à Paris, quand je faisais de la musique notamment. Enfin, je vendais mes productions de musique, mais j'avais une activité, on va dire, en plus, c'est que je m'occupais de chiens des gens qui partaient en vacances. Donc je les D'accord. gardais, je les nourrissais chez moi, je prenais un billet un peu tous les jours pour ça. Et c'était, ça me mettait, tu vois, ça me payait un peu mes petits voyages, plus ou moins, quoi. Est-ce que tu penses qu'on est avec une âme d'entrepreneur ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose que l'on peut développer? Parce que toi, tu as commencé très jeune, mais est-ce que tu penses que Ouais. c'est parce que c'est inné chez toi ou pas forcément? Alors, moi, j'ai toujours voulu gagner vite de l'argent. Je me rappelle tu sais quoi, je me rappelle d'un premier truc. C'était Picsou Magazine. Je me rappelle que mes parents Ah me donnaient de l'argent de ouais, poche. je me rappelle de ça. Mais je leur disais, si jamais je gagne moi-même mon argent, du coup, je peux dépenser dans ce que je veux, tu vois. Parce que dans ma tête, je me Ouais, disais, comme mes parents me donnaient de l'argent, il fallait que j'achète des trucs et qu'il fallait qu'ils soient d'accord avec ce que j'achète. Je me disais, mais si j'ai d'accord. envie de m'acheter plusieurs magazines ou plusieurs trucs, est-ce que je peux quand même gagner de l'argent en me payant? Mais du coup, avec cet argent, est-ce que je peux m'acheter ce que moi j'ai vraiment envie de m'acheter? Ils me disaient, bah oui, bien sûr. Et c'est en fait comme ça que c'est parti. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que je gagne mon argent, comme ça, je peux m'acheter uniquement ce que je veux. Ouais, donc c'est un petit peu de l'éducation et surtout une façon de penser très pragmatique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai développé ça. Après, j'ai développé, j'avais fait ça, la garde d'animaux, la garde de chiens, aller m'en occuper chez eux, même si c'était un petit job au départ que j'avais trouvé, mais par la suite, je m'étais fait des contacts. Après, la deuxième activité que j'ai développée, c'est le fait de mettre les gens en relation. C'est-à-dire, ah, toi, tu cherches un tel, quelqu'un qui fait ça. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça. Je vous mets en relation. Et ben, comme toi, je t'ai trouvé un client, bah, tu me donnes quelque chose. Et plus tard, j'ai appris que ça s'appelait des commissions. Et plus tard, j'ai appris que c'était un vrai métier de faire ça. Et donc, Ouais. voilà. Et je me rappelle, je m'étais fait des petites cartes de visite avec écrit chargé d'affaires dessus. Mais je crois, j'avais 17 ans ou 18 ans, quoi. J'étais vraiment très jeune, hein. Génial. Mais tu vois, ça me fait, ça fait un super parallèle pour la prochaine question. Des fois, je regarde les réseaux sociaux et je vois quelqu'un qui lance un business et je me dis, mince, j'aurais pu penser à ça, j'y ai pas pensé. Et toi, justement, avec ces business que tu as créés, on se dit, mais en fait, ouais, j'aurais aussi pu faire ça. Quelles sont tes sources d'inspiration pour te dire, OK, je peux faire de l'argent avec ça? Moi, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment une manière. J'ai pas vraiment de source d'inspiration. Le seul truc que je me dis, c'est ah mais il y a tel besoin. Euh,
moi, je peux trouver des solutions pour ces besoins-là. Donc, je vais venir répondre à un besoin. Je te donne un exemple très clair. Là, j'ai quelqu'un un exemple très concret, ça date d'hier. Quelqu'un qui m'a dit, bah voilà, je monte un resto et ça va être un resto éphémère et je cherche des gens pour faire des trucs autour. Et là, je me suis dit, un resto éphémère, donc genre en mode, tu sais, un peu guinguette et tout ça. Je leur ai dit, ok. Je leur ai dit, mais du coup, tu cherches pas quelqu'un qui vende, je sais pas, de l'alcool, de la bière, des boissons et tout. Ah si, on va avoir un petit frigo, un petit truc. Je dis, ouais, mais moi, si tu veux, bah dans ce cas-là, je t'apporte des fûts, du CO2, des trucs, et moi, je monte un bar à bière éphémère à côté de ton truc. Ah, mais ouais, carrément. Et du coup, je vais toujours essayer de me dire, à quelle chose tu n'as pas pensé ou à quel besoin on peut répondre, et là je vais créer ça. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que des fois je pense, et je m'inclus dans ce que je vais dire, on a tendance à vouloir chercher des choses hyper compliquées en se disant vas-y, je vais être le prochain Elon Musk, alors que comme tu dis, des fois c'est juste un besoin qui est peut-être en face de nous, mais on veut tellement aller loin qu'on voit pas les besoins qui sont autour de nous. C'est ça, des trucs souvent bateau. Moi, c'est pour vraiment et là, vous allez voir que je vais vous en donner. Je vais vous en donner tout le long de cette capsule. Quand tu souhaites monter un business parce que toi, tu es salarié et que tu dis j'en ai marre, moi, je vais être à mon compte, mais tu n'arrives pas à trouver d'idée de business, il y a un truc très simple à faire. Tu te poses et tu écris sur une feuille toutes les problématiques que tu rencontres et auxquelles personne ne répond. Par exemple, moi, je suis toujours en train de chercher un gars pour correctement me raser la barbe et me raser les cheveux. Seulement, il n'y a jamais personne. Faut toujours prendre rendez-vous. Il n'y a pas de 100 rendez-vous. Ok, ben pourquoi pas créer un business de 100 rendez-vous de barbershop. À chaque fois que j'arrive, là, il y a un truc où je me gare souvent. Il n'y a jamais personne pour garer ma voiture parce que je trouve pas de place. Oui, et tout le monde cherche de la place. Ok, ben pourquoi pas monter un service de valette, tu sais, où tu poses ta voiture, tu vas te la garer, je te donnerai 5 euros, mais au moins je sais que je peux aller vite à mes rendez-vous. En fait, il faut écrire toutes les problématiques que tu rencontres et toutes ces problématiques peuvent devenir un business. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais c'est clair parce qu'en fait, si nous, on a ce problème, très certainement d'autres personnes ont le même problème. C'est sûr et certain. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais lancer ma marque, parce que j'avais ce réel problème de ne pas trouver de teinte, en me disant mais c'est pas normal, on est en France et il n'y a pas de marque française qui propose ça, ben je vais le faire, tout simplement. Voilà. Alors c'est pas un petit business pour le coup, mais en tout cas ça partait d'une problématique que moi j'avais. Maintenant qu'on a l'idée de business, comment on fait pour savoir si c'est un business qui est viable sur le long terme ou si c'est vraiment qu'une idée et qu'en vrai, quand on approfondit le truc, on se dit ouais, il n'y a pas moyen. Toi, tu vois les choses comment? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, il faut regarder s'il y a de la concurrence ou pas. Généralement, les gens vont être très inquiets de se dire il n'y a pas de concurrence et ils vont être hyper joyeux en se disant waouh, c'est trop bien, personne ne fait ça. Ça, en réalité, c'est un problème. S'il n'y a pas de concurrence sur un marché, c'est souvent qu'il n'y a pas de marché. Et se dire qu'on est les seuls, ça veut souvent dire que il va falloir convaincre les gens que ce que l'on fait est bien. Je te donne un exemple. Dans la ville où j'habite, il n'y a pas de service de valet, il n'y a pas de service de personnes qui gardent ta voiture comme ça. Est-ce que les gens sont prêts à payer 5 euros ou 15 euros pour aller se faire garer leur voiture, ou est-ce qu'ils préfèrent pas aller dans un parking? Alors que tu vas à Dubaï, il y a des valets partout. Tu vas à New York, à Miami, il y a des valets partout. Donc là où il n'y a pas de concurrent, c'est une problématique. Par contre, s'il y a déjà des gens qui font ce que tu fais, peut-être pas comme tu le fais, avec les spécificités que tu fais, c'est pas grave, mais s'il y a déjà des gens qui répondent à ce besoin, c'est que souvent il y a un marché, donc c'est une bonne nouvelle. Donc pour savoir si c'est viable, il faut regarder s'il y a des concurrents. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, et surtout, il y a peut-être 2-3 jours, je parlais avec une professionnelle du marketing qui va peut-être m'accompagner. Elle me disait c'est super intéressant ce que tu veux faire, mais c'est vrai que tu es tellement ambitieuse que tu seras certainement l'une des pionnières, donc il y aura un gros travail d'éducation. Est-ce que tu es prête à faire ça? Et en fait, c'est vrai que quand tu te lances dans un marché où t'es la seule ou le seul, il y a ce travail d'éducation et des fois on n'a pas les épaules pour, parce que c'est quand même énorme. L'idée c'est quand même de vendre, donc faut se dire voilà, il y a peut-être des années de travail avant de récolter les fruits de ce qu'on va faire, alors que comme dit Tony, quand il y a déjà des centaines de marques, eux ont déjà fait le boulot, donc c'est beaucoup plus simple.
Ça va beaucoup plus vite, absolument. Et comment tu détermines le potentiel d'un marché? Et surtout, est-ce que tous les marchés, même porteurs, sont intéressants Je te donne l'exemple, par exemple, du dropshipping. C'est un marché porteur, mais est-ce que c'est intéressant d'y aller? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, ma façon de déterminer le potentiel d'un marché, il est de regarder combien il y a de gros, moyens, petits. Je m'explique. Si tu commences, tu seras forcément un petit. Tu ne peux pas arriver en étant un gros, sauf si tu fais une levée de fonds de plusieurs millions. Mais encore une fois, ces gens-là ne représentent qu'un petit pourcentage des entrepreneurs qui existent. C'est infime. C'est des poussières face au reste. Donc, tu vas forcément arriver en petit. Donc, je vais regarder sur ce marché, est-ce qu'il y a des petits? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y a des gros? Si je vois qu'il y a beaucoup de gros et qu'il y a très peu de petits, je me dis c'est peut-être pas porteur. Je vais m'expliquer. Imaginons que tu aies envie de distribuer de l'électricité. Genre, en France, il y a une société qui s'appelle EDF qui fait ça, ou Total Énergie. Ceux qui distribuent l'électricité, c'est souvent des très très gros. Il n'y a pas de petits, voire très peu de petits, un ou deux qui distribuent l'électricité. Donc ça veut dire que ce n'est pas porteur, parce qu'il faut forcément être une grosse machine pour ça. Mais si tu arrives sur un marché et qu'il y a beaucoup de petits, ça peut être intéressant d'arriver en mode « je deviens un moyen ». Et comme ça, je crée une différence. Et c'est à ça que tu peux déterminer est-ce qu'un marché est porteur? C'est la taille en fonction de ton ambition. Si tu as une grosse ambition de levée de fonds et que tu peux arriver en étant un très gros ou un moyen et qu'il y a des très gros, c'est bon. Si tu as pour ambition d'être un petit et qu'il y a beaucoup de petits, ça peut être aussi intéressant. Par exemple, je te prends un exemple très bête. Tu veux faire de l'onglerie. On sait que l'onglerie, il y a peu de très gros. C'est-à-dire que il y a peu de gros comme EDF qui font de l'onglerie, on va dire, en taille de boîte. C'est souvent des très très petits. Eh ben, il est très facile d'arriver et de venir sur un marché de l'onglerie, et tu peux même être un moyen pour essayer de te démarquer des autres. Donc c'est à ça qu'on détermine le marché, c'est en fonction de ton ambition et de ceux qui sont déjà sur le marché. Et là, tu peux savoir si c'est bien. Dropshipping, c'est la même chose. Sur dropshipping, il y a plein de petits. Bah, tu peux arriver à être un petit, et en te mettant en moyen, tu peux encore déterminer une grosse force de marché dessus. Et là, tu peux savoir si tu peux faire de l'argent ou pas. Ok. Quand justement tu es petit et que tu arrives sur un marché où tu te dis, comme tu le disais à l'instant, il y a beaucoup de petits, donc il y a moyen que je me fasse une petite place. Comment on fait pour se démarquer? Parce que justement, tu arrives dans un créneau où il y a déjà du monde, des gens qui sont déjà souvent installés depuis des années. Comment on arrive à se démarquer et à faire la différence par rapport aux autres? Alors ça, il faut trouver ce que les Américains appellent le X-Factor. Pourquoi toi? Qu'est-ce qui fait ta différence? C'est ce qu'il faut trouver en premier. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Si sur un marché, il y a beaucoup de petits, et que sur ces petits, ils sont là depuis des années, il y a de grandes chances que tu puisses les manger. Pourquoi? Parce que ce sont des gens généralement qui ont très peu d'ambition et qui veulent garder cette taille-là. Le truc, c'est que quand on est entrepreneur, tu ne peux pas être entrepreneur et vouloir être un petit toute ta vie. Ça ne va pas avec l'esprit d'être entrepreneur. Ce n'est pas possible. Quand tu commences, tu deviens forcément gros. Et on le voit, les gens qui sont petits dans une boîte et qui restent à cette taille-là, généralement, soit ils se font racheter, soit ils ferment, mais ils n'évoluent pas. Et le truc d'un entrepreneur, c'est forcément d'évoluer. Donc, quand tu commences, si tu es un petit, ça peut le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu augmentes. Ensuite, tu dois trouver une différence. Pourquoi chez toi? Si tu prends l'exemple de la nana qui fait de l'onglerie, eh ben moi, j'ai des couleurs ou j'ai des teintes que les autres n'ont pas. Ou bien moi, c'est que sans rendez-vous. Tu peux venir à l'heure que tu veux. Ou moi, je ferme à minuit. Donc, quand tu finis ton taf, si tu finis à 22h, tu peux venir, on a encore du temps. Il faut que tu puisses regarder ce que tout le monde fait, donc il y a un dénominateur commun sur ton marché, ce que tout le monde fait, et après tu vas regarder ce que tout le monde ne veut pas faire. Et dans ce que tout le monde ne veut pas faire, ou tout ce que tout le monde ne sait pas faire, il faut que tu prennes deux choses à l'intérieur. Et ça va créer une différence. Tu crées une différence sur « moi je sais faire ça, et les autres ne savent pas le faire, et moi je fais ça, et on est très peu à le faire ». Et c'est comme ça que tu vas créer une vraie différence sur ton marché, et c'est comme ça que les gens viendront du coup te voir. Et si ça prend, et si ça marche, ben là, tu as un objectif, c'est te développer le plus fort possible. Pourquoi? Parce que si le petit jeune qui a plus de force que toi arrive demain, lui, il lui faut moins d'heures de sommeil pour faire des trucs, il lui faut moins d'argent, il est plus ambitieux, il a plus de travail, il va te manger. Donc,
Après, il faut avoir cette envie de grossir. Comment on fait pour avoir ce mindset, justement, d'entrepreneur et en se disant, je veux pas rester petit, il faut que je me développe, il faut que j'investisse dans ma boîte pour que j'arrive à une taille qui soit respectable. Comment on fait pour avoir ce mindset? Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément évident. Et tu me diras si je me trompe, mais des fois, j'ai l'impression que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, au départ, on a encore, pour certaines personnes, je vais pas généraliser, mais pour certaines personnes, on a encore cet esprit de salarié parce que c'est ce qu'on a connu pendant très longtemps. Donc, on applique encore ces trucs-là et on n'arrive pas à faire ce switch de non, maintenant, c'est ma boîte, je suis entrepreneur et là, faut bosser pour que ça grossisse. Ouais. Alors, le truc le plus simple, je vais donner un exemple. Moi, j'aime les exemples encore plus concrets pour ceux qui sont en train de nous écouter au moment où on fait ce podcast avec Tia. Derrière moi, il y a un ami que vous ne voyez pas parce que vous êtes en train d'écouter, mais que Tia voit sur la caméra, qui est juste derrière là, installé, en train de travailler, parce que juste après cette interview, on va se mettre à travailler. C'est les gens qu'il y a autour de vous. C'est les personnes que vous fréquentez. Là, vous avez mon ami José derrière moi qui m'attend. Je suis en interview avec Tia, qui est une autre de mes amies. Voilà, c'est ça, mes amis. Donc, c'est les gens que vous fréquentez. Les personnes que vous fréquentez vont vous donner ce mindset, mais ils vont vous donner le courage, ils vont vous donner l'envie parce qu'ils sont comme vous. Donc, si vous fréquentez que des salariés avec un esprit de salarié, good for you parce que c'est cool, ce sont vos amis, vous les aimez, vous les respectez, il n'y a aucun problème, mais il est fort probable qu'eux ne comprennent pas que vous mettiez à bosser jusqu'à minuit et que le week-end, c'est comme si c'était lundi pour vous. Moi, j'ai une tendance à dire, c'est tous les jours lundi dans mon programme, c'est vraiment tous les jours lundi. Moi, le week-end, je ne le sens même pas parce que je suis tous les jours en vacances, je kiffe ce que je fais, le week-end, je suis content de travailler, m'arrêter, c'est pas que je veux m'arrêter, c'est que je suis bien dans ce que je fais. Donc, c'est important pour acquérir ce mindset de fréquenter des gens qui sont déjà en train de faire ce que vous faites ou qui ont envie de le faire. C'est que ça. Lié au mindset, il y a cette notion de peur que l'on a quand on débute. Est-ce que toi, tu l'as eu déjà à tes débuts, quand tu as lancé tes grosses entreprises? Est-ce que tu avais peur de le faire? Oui, alors moi, mais même jusqu'à aujourd'hui, il y a des trucs que je lance. Là, je suis en train de lancer une marque de vêtements. On arrive quasiment à la fin. On peut même dire qu'elle est déjà créée. J'ai peur que ça se vende pas, j'ai peur de me retrouver avec un stock immense qui coûte une blinde sur les bras. J'ai mon bijou qui est là, je vais en vendre que 25, mais ils vont coûter très cher parce qu'ils coûtent très cher à faire. J'ai peur que de pas réussir à les vendre et de me dire je pourrais en changer une fois par jour tellement j'en aurais. J'ai un établissement, j'ai peur que les clients un jour ne viennent plus, donc forcément tous les jours alors ce n'est pas une peur, c'est une motivation à ce que ça réussisse. Mais les gens, si tu expliques tes doutes, ils pourraient le prendre comme une peur. Alors qu'en réalité, c'est juste une façon de trouver des choses pour que ça marche. Mais en tant qu'entrepreneur, tu vas te mettre une pression, tu vas te mettre un petit truc. Ça peut être perçu comme la peur. Mais même si tu as peur, mec, t'es quand même en train de le faire, t'es quand même en train d'investir, t'es quand même en train d'avancer. Donc, ouais, t'as peur, mais pour quelqu'un qui a peur, je trouve que t'avances beaucoup quand même, tu vois. Donc oui, c'est de la peur, mais à la fin de la journée, on fait ce qu'il faut. Ouais. En fait, c'est ça, c'est avoir peur, mais quand même avancer. Ouais, tu le fais quand même, t'avances quand même. Tu dis, oh là là, on avance dans le noir, il fait tout noir, mais t'avances quand même, tu te cognes. Ouais, mais j'avance quand même. Ça s'arrête pas. Alors, avant-dernière question. Qui est souvent le nerf de la guerre. Est-ce que tu penses que le financement est un véritable problème pour lancer un business ou est-ce que pour toi c'est un faux problème? Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, si tu veux créer une marque de vêtements, il faut de la créativité, il faut tout ça, mais le prototype, tu peux trouver des gens qui peuvent te faire des prototypes gratuitement. Ils te le font gratuitement parce que derrière, tu vas leur acheter des trucs, donc c'est pour ça qu'ils te le font gratuitement. Mais derrière, quand tu veux sortir ta collection, faut de l'argent pour la sortir. Donc, il faut avoir des fonds. Mais il y a des business que tu peux faire sans trop de moyens. Je t'ai donné l'exemple de l'onglerie tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai une amie qui est là-dedans, donc je l'aide. Donc, c'est pour ça que je parle de l'onglerie. Mais ça demande pas beaucoup de budget. Avec 2000 €, tu peux sortir un business d'onglerie où tu te déplaces à domicile. Bon, il va falloir que tu fasses payer plus cher que les autres parce que tu as de l'essence, tu as des trucs. Mais voilà, il y a plein de business, il y a plein de choses qui peuvent avancer sans financement. Et au moment crucial où là, il faudra le financement, il faut peut-être trouver des gens qui sont prêts, pourquoi pas, à investir.
ça, c'est l'une des prochaines choses d'ailleurs bah, tu sais quoi, avant-première sur ton podcast et sur cette il y a un truc que je suis en train de faire, c'est que je vais créer tout un tas d'épisodes. Je vais chercher des personnes. C'est pour un événement que je suis en train de faire, mais c'est moi qui fais l'événement, il n'y a que moi. Je vais chercher des entrepreneurs qui ont un projet de société, peu importe le projet. Ça peut être un projet d'onglerie, de location de voiture, un truc beaucoup plus complexe, beaucoup plus gros. Mais je veux juste de make-up, par exemple, je veux juste voir où est-ce qu'ils en sont. Quel est votre état d'avancement? Qui sont vos équipes? Qui sont vos fournisseurs? Quel est votre marché? Est-ce que vous êtes sûr de vendre ou de pas vendre? En vrai, on le sait, à la fin de la journée, on investit sur un porteur de projet plutôt que sur un projet. Mais je veux voir à quel point vous êtes avancé. Et si vous êtes bien avancé, si vous êtes bien, si ça me paraît porteur et que vous me semblez motivé, ok, là, ça peut être intéressant. Parce que combien d'entrepreneurs j'ai vu venir me voir et me démarcher en mode « Ah ben Tony, il manque 15 000 euros pour créer ça. Et si j'ai ces 15 000 euros, je peux le faire. » Ouais, mais en fait, il y a plein de trucs que tu aurais dû faire avant mais tu l'as pas fait. Si tu me dis, bah, je vais louer 4 voitures et il me faut 50 000 euros pour acheter les 4 voitures et après, je peux avoir cette société de location, mais à quel intérêt que je le fasse avec toi? J'ai qu'à aller acheter les 4 voitures, puis je mets les voitures en lot. Ça ne rien. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est quelle est la valeur que ces gens amènent, jusqu'où ils sont dans leur projet, et s'ils sont assez avancés, ok, moi, je rentre, je m'associe avec toi et je ramène toute mon équipe derrière. C'est du feu d'artifice, le reste, après ta vie. Génial, j'adore. Alors c'est le teasing de malade. Alors restez connectés parce que je pense que pour tous ceux qui ont un projet et qui justement des fois ont besoin juste un coup de pouce parce qu'ils sont avancés et que voilà, comme on le disait, c'est le nerf de la guerre. Restez à l'écoute. De toute façon, on donnera tous les liens pour rester connecté avec toi. La dernière question, comme d'habitude, une chose à retenir quand on veut lancer un business, selon toi, c'est quoi? C'est quoi la chose la plus importante à faire ou le truc à garder en mémoire? Alors, moi, le truc que je dis, qui est le plus important, mais le plus important, c'est-à-dire c'est avant l'argent, avant le truc, et vous allez comprendre pourquoi, c'est être amoureux de son projet. Pourquoi je dis qu'il faut être amoureux de son projet? Parce que le truc, c'est que vous allez voir que dans l'entrepreneuriat, peu importe la boîte que vous voulez faire, peu importe l'activité que vous voulez avoir, forcément, à un moment, il y aura un coup de mou. Forcément, à un moment, vous allez vous prendre une mise en demeure. Forcément, à un moment, vous allez vous prendre un papier de la banque. Forcément, il y aura quelque chose qui ne va pas bien aller et tout risque peut-être de s'effondrer, mais ça ne va tenir qu'à la force de vos épaules. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux dans cette activité que vous êtes en train de faire, ce qui risque de se passer, c'est que tout va s'effondrer. Mais si vous aimez ce que vous faites, que même si vous n'êtes pas payé, vous continuez, que même si ça ne dégage pas d'argent, vous êtes quand même heureux d'avancer parce que vous êtes amoureux de votre projet, c'est ça qui fait que ça va tenir. Et comme forcément ce moment arrivera, si vous n'êtes pas convaincu de votre produit, convaincu de votre service, amoureux de ce que vous êtes en train de faire, ça risque de s'effondrer. Donc du coup, il vous faut tout ça pour que ça puisse continuer. Donc pour moi, ça, c'est une valeur essentielle et numéro 1 pour commencer. Donc du coup, ça veut dire aussi, vous devez avoir de bonnes raisons de commencer. Si votre raison de commencer, c'est juste faire de l'argent, le jour où ça s'effondre, problème. Parce que ça va s'effondrer parce qu'il n'y aura pas d'argent. Si vous voulez commencer ce business parce que vous le faites avec quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous êtes amoureux de cette personne, le jour où il n'y a plus cet amour pour cette personne, le projet aussi risque de s'effondrer. Donc, faut commencer avec les bonnes raisons de se dire « Ah, je suis content de faire ça, j'aime cette activité, je kiffe ce que je suis en train de faire. » Essentiel. Merci Tony pour cette capsule. Alors volontairement, les capsules sont beaucoup plus courtes forcément qu'un épisode normal. Comme je l'ai dit, Tony, je l'ai interviewé plus qu'1 heure. Mais là, l'idée, c'est de se dire, OK, on vous donne un concentré d'astuces. Et pour ceux qui aimeraient poursuivre cette conversation, n'hésitez pas à aller voir Tony sur ses réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions ou si... Par exemple, on veut intégrer ton groupe privé parce que Tony a un groupe privé et c'est aussi pour ça que je l'ai invité à cette capsule business parce que je sais qu'il aide énormément de personnes. Donc, si vous avez envie vraiment d'un coup d'accélérateur, n'hésitez pas à intégrer son groupe privé et je te laisse nous dire où on te retrouve. Yes, alors pour ce groupe privé, c'est simple. Il suffit de m'écrire sur Instagram. Vous m'écrivez « Je souhaite rentrer dans le groupe privé » et derrière, vous passez une petite sélection. L'idée, encore une fois, c'est d'être entouré de personnes qui nous ressemblent parce que c'est aussi avant tout un réseau. Pour m'écrire, si vous voulez échanger avec moi, sur Instagram, vous tapez Tony Jazz, Tony T-O-N-Y
Jazz comme la musique, J-A-Z-Z. Je suis le seul compte, quand vous me trouvez, il y a plein de faux comptes sur moi, mais moi je suis le compte certifié avec la petite pastille bleue, vous pouvez pas me rater. Voilà. Sur TikTok, pareil, vous pouvez suivre mon contenu, et sur YouTube, Tony Jazz tout court. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, je vous donne beaucoup de contenu, beaucoup plus long que ce que je donne sur Instagram, et avec énormément de valeur comme d'habitude. Ouais, et c'est vrai que tout ce que Tony donne sur ses réseaux, c'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée pour le mindset, pour le business. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux. De toute façon, ça ne sera que bénéfique. Tony, merci. Absolument. Je te laisse aller travailler. Je sais que ta journée est chargée. Moi, je vais faire pareil. Merci à vous d'être là chaque semaine. Merci pour vos retours concernant les capsules. Je suis vraiment trop contente. J'ai eu que de bons retours. Donc, ça va continuer. Là, j'ai des personnes qui arrivent qui sont très, très, très importantes. Tout comme Tony. On va parler réseaux sociaux. On va parler business encore, mindset, bien-être aussi. Donc, restez connectés. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.